Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Je suis ravie d'être avec vous et de vous retrouver pour notre point info quotidien. Je vous propose de commencer sans plus tarder pour les infos du jour. Le Sénat a avancé le plan de relance de 1,9 billion de dollars de Biden. Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a tenté de renoncer à la lecture du projet de loi, mais le sénateur républicain Ron Johnson s'y est opposé, obligeant les greffiers à lire tout le projet de loi à haute voix. Il a déclaré sur Twitter, je cite, « Je vais faire lire aux greffiers du Sénat le projet de loi des démocrates qui représente 1,9 billion de dollars. Il y a plusieurs centaines de pages. Ensuite, je vais proposer des amendements. Beaucoup d'amendements. Nous devons mettre en évidence les abus. Ce n'est pas un projet de loi d'allègement de Covid. » Les plus de 600 pages du projet de loi ont pris plus de 10h30 pour la lecture et cela a duré jusqu'à un peu plus de 2h du matin vendredi. Le sénateur républicain Ron Johnson dit que trop souvent il se précipite pour ces projets de loi massifs que personne n'a le temps de lire. Il a ajouté, je cite, « Donc au minimum, quelqu'un devrait le lire. Et cela donnera du temps à tout le monde. Honnêtement, puisque les greffiers sont en train de le lire, nous pouvons aussi bien le lire. Nos collaborateurs auront le temps d'examiner les dispositions pour commencer à élaborer des amendements. » Fin de citation. Après plusieurs heures de lecture, Johnson a tweeté « En écoutant les greffiers lire le projet de loi des démocrates de 1,9, c'est incroyable le nombre de fois où vous entendez l'année 2022-2023 et au-delà. Je pensais que toutes ces dépenses d'aide au Covid étaient nécessaires maintenant. » Fin de citation. Alors, quels sont donc ces domaines? Il y en a 5, il y a notamment 5 sections du projet de loi qui comprennent quelques 10 milliards de dollars pour la réponse mondiale à l'épidémie de Covid-19, ainsi que plusieurs centaines de millions pour les efforts liés à la pandémie, tant au niveau national qu'international. Pour commencer, la première section prévoit 204 millions de dollars pour le département d'État afin de prévenir le virus ou de s'y préparer au niveau national ou international jusqu'en septembre 2022. En vertu de la section 2, 41 millions de dollars supplémentaires seront consacrés aux dépenses opérationnelles liées au virus pour l'Agence américaine pour le développement international, USAID, principale agence chargée d'administrer l'aide étrangère civile et l'aide au développement. La section 3 représente la plus grande partie des dépenses. Près de 9 milliards de dollars sont consacrés à la lutte mondiale contre les virus. Cela comprend 3,75 milliards de dollars pour les programmes de lutte contre le VIH, le sida, la tuberculose et la malaria, ainsi que 3,9 milliards de dollars supplémentaires pour l'aide internationale en cas de catastrophe, y compris la reconstruction, les services de santé et les besoins urgents en matière de sécurité alimentaire. Un autre montant de 930 millions de dollars est destiné aux besoins économiques et de stabilisation liés au virus et 905 millions de dollars sont consacrés aux activités de santé mondiale telles que le développement de vaccins. Au titre des 2 sections restantes, les 4 et les 5, 500 millions de dollars sont consacrés aux efforts de réponse humanitaire liés au virus et 580 millions de dollars à l'aide multilatérale, par exemple pour les organisations internationales dans le cadre du plan mondial d'intervention humanitaire des Nations Unies contre le virus. Une autre allocation de 930 millions de dollars dans le cadre de la section réponse globale est destinée à répondre aux besoins économiques et de stabilisation liés au Covid-19. M. Johnson a ajouté que l'allègement n'est pas gratuit en déclarant que 1,9 billion de dollars de dettes supplémentaires représente 5 800 dollars par personne. Ajouté aux 4 billions de dollars des précédentes mesures d'aide, cela représente une dette de 18 000 dollars par personne. Un vote à la chaîne est un vote où le parti minoritaire peut imposer des votes enregistrés sur les amendements qui sont ajoutés au projet de loi s'ils obtiennent une majorité simple. C'est pourquoi Johnson essaie également d'organiser des tours de garde des républicains afin qu'ils aient toujours assez de monde pour voter sur les amendements. Le sénateur Mitt Romney a déclaré que lui et d'autres républicains travaillent sur plusieurs amendements. Il a noté qu'une grande partie des dépenses ne vont pas là où elles sont nécessaires et que c'est du gaspillage, que cela ajoute une dette pour nos prochaines générations. Mais les démocrates disent que c'est le moment d'être audacieux. Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré vendredi au Sénat, je cite, « Nous devons faire en sorte que cela soit fait. Ce serait tellement mieux si nous pouvions le faire de manière bipartisane, mais nous devons le faire.
ajoutant « Nous allons faire passer ce projet de loi et aussi longtemps que cela prendra. Le peuple américain compte sur nous et notre nation en dépend. » Ce plan prévoit d'allouer 400 milliards de dollars à une nouvelle série de paiements de relance de 1400 dollars, 130 milliards de dollars pour les écoles, 350 milliards de dollars pour les États, les villes et les territoires américains. Parmi les autres mesures figure le financement de la santé publique pour la distribution de vaccins et le dépistage des virus. Si le Sénat approuve le projet de loi, il sera renvoyé à la Chambre pour approbation finale, puis au président pour sa signature finale. Les démocrates espèrent que le projet de loi sera adopté ce week-end. Passons maintenant au projet de loi controversé sur la réforme électorale HR1 ou HR1, ce projet de loi de près de 800 pages imposerait des exigences sur les procédures de vote dans tout le pays, alors qu'il a été adopté par la Chambre des représentants avec 220 démocrates qui ont voté pour. Un démocrate a rompu les rangs et a voté contre. Le membre principal du Congrès, Benny Thompson du Mississippi, s'est rangé du côté de tous les représentants républicains en votant contre. Il explique pourquoi il a voté non. Thompson, qui représente le 2e district du Mississippi, qui est majoritairement noir, les districts doivent avoir le même nombre de personnes. Ainsi, après le recensement tous les 10 ans, de nouvelles limites doivent être établies pour s'assurer que c'est bien le cas. Normalement, ce sont les législateurs et les gouverneurs des États qui redessinent les frontières, mais HR1 exige des commissions indépendantes ou un tribunal de 3 juges pour procéder au redécoupage. Depuis un certain temps, les démocrates progressistes ont pour objectif de retirer le redécoupage aux élus et de le confier à des entités indépendantes. Ils affirment qu'un redécoupage indépendant rend les élections plus compétitives. Mais les communautés de couleur s'y sont souvent opposées, laissant entendre que cette mesure pourrait priver les minorités de leur influence politique. Le démocrate dissident a soutenu une version antérieure au projet de loi en 2019. Il a même coparrainé HR1, mais déclaré qu'il ne pouvait pas voter pour. Le vote négatif de Thompson est remarquable car il est généralement un allié fidèle et fiable de Pelosi, leader démocrate de la Chambre des représentants. Il a également critiqué l'ancien président Trump pour avoir remis en question l'élection de 2020. Thompson a voté contre ce projet de loi appelé For the People Act, qui codifie de nombreuses pratiques controversées ayant entraîné des allégations de fraude électorale lors de cette même élection. Il s'agit notamment de rendre l'inscription sur les listes électorales pour chaque citoyen automatique et d'étendre l'utilisation des bulletins de vote par correspondance. Une autre partie du projet de loi concerne le financement des campagnes électorales. Il modifierait la Constitution de manière à ce que, comme le dit la citation, le Congrès et les États peuvent réglementer et fixer les limites à la collecte et aux dépenses d'argent pour influencer les élections et peuvent faire la distinction entre les personnes physiques et les entités artificielles, comme les sociétés qui sont créées par la loi, notamment en interdisant à ces entreprises de dépenser de l'argent pour influencer les élections. Le projet de loi va même plus loin en réduisant le nombre de membres de la Commission électorale fédérale et en limitant le nombre de ceux qui pourraient y siéger. Les républicains de la Chambre ont dénoncé le projet de loi avant le vote en notant les partis qui nécessiteraient un financement pour les campagnes. Les démocrates, quant à eux, affirment que le projet de loi apporterait des changements qui sont nécessaires aux élections. Et nous passons maintenant au scandale des maisons de retraite. Les responsables new-yorkais ont confirmé jeudi qu'ils avaient omis les données sur les décès dans les maisons de retraite d'un rapport Covid de l'année dernière. Les collaborateurs du gouverneur Andrew Cuomo ont réécrit un rapport de New York Times pour cacher le nombre de décès des résidents des maisons de retraite lors de la pandémie. Selon le New York Times, le rapport rédigé par les responsables de la santé de l'État a montré qu'en juin, plus de 9000 décès dus au virus avaient été enregistrés parmi les résidents des maisons de retraite. Malgré cela, les plus hauts responsables de Cuomo n'ont pas voulu rendre ce chiffre public. Ils ont réécrit le rapport pour faire disparaître ce chiffre. C'est ce qui ressort des interviews et des documents examinés par le New York Times. Selon un tableau examiné par le journal, les données du ministère de la Santé indiquent que le nombre de décès est environ 50% plus élevé que le chiffre alors cité publiquement par l'administration de Cuomo. Selon le Wall Street Journal, le rapport de juillet s'est concentré uniquement sur les personnes décédées dans les maisons de retraite, écartant celles qui sont mortes à l'hôpital. Le journal a ajouté que le rapport a montré que 6432 résidents de maisons de retraite sont morts de l'épidémie, ce qui représente un sous-dénombrement important.
Un rapport publié par le département de la santé de l'État de New York affirme qu'un ordre de mars 2020 des fonctionnaires de l'État n'est pas responsable des milliers de décès dans les maisons de retraite liés au virus. Les déclarations ont été faites en réponse à l'article du Wall Street Journal alléguant l'omission. Le rapport a été critiqué. Le représentant républicain Steve Scalise déclare dans une lettre que le rapport contient de nombreuses failles. Selon la lettre, le rapport rejette l'ordre des maisons de retraite comme un facteur déterminant dans les décès des patients parce que le pic des décès des infirmières ne s'est pas aligné sur le pic des réadmissions des hôpitaux. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui soulignent que l'année dernière, lorsque le rapport sur les décès dans les maisons de retraite infirmiers a été publié pour la première fois en juillet dernier, Cuomo a rejeté ce rapport comme étant de la politique pure. Les responsables de la santé ont finalement publié le nombre de résidents des maisons de repos qui sont morts en dehors des hôpitaux. C'était après que le procureur général de New York, Letitia James, une démocrate, a fait pression en accusant l'État de sous-estimer de 50% le nombre de décès dans les maisons de retraite. En février, un collaborateur de Cuomo a déclaré aux législateurs de l'État que les données étaient retenues par crainte qu'elles ne soient utilisées contre nous par les critiques, notant que l'ancien président Donald Trump avait demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur les politiques de l'État en matière de Covid-19. Cuomo a été confronté à des appels croissants à la démission des deux côtés politiques, au milieu du scandale des maisons de retraite et des allégations de harcèlement sexuel. Cuomo a déclaré mercredi qu'il ne démissionnerait pas. Il a dit qu'il se passait beaucoup de choses en ce moment et qu'il essayait de s'en occuper. Et passons maintenant à quelques bonnes nouvelles. Une opération policière conjointe d'1 mois a permis de sauver 150 enfants disparus dans le Tennessee. Les enfants retrouvés avaient entre 3 et 17 ans. Les autorités ont annoncé que l'opération Volunteer Strong a permis de retrouver 150 des 240 enfants disparus identifiés dans tout l'État. Le directeur du Tennessee Bureau of Investigation a déclaré dans un communiqué que des centaines d'enfants disparaissent chaque mois dans l'État. Selon lui, certains d'entre eux sont des fugueurs, certains enfants sont retrouvés dans d'autres États et certains sont victimes de la traite des êtres humains. L'opération a été lancée le 4 janvier après des mois de planification. Le démantèlement de ces réseaux est très long et très complexe. Selon le Tennessee Bureau of Investigation, la plupart des 150 enfants retrouvés bénéficieront de services du département des services de l'enfance du Tennessee. Cela signifie qu'ils pourront être placés dans des foyers d'accueil ou des foyers de groupe ou recevoir d'autres soins spécialisés. Les autorités s'efforcent toujours de retrouver les 90 autres enfants disparus. US Marshal du district de Tennessee, Danny King, a déclaré dans un communiqué, je cite, « Nous ne pouvons pas abandonner, nous avons besoin que le public, les médias et toutes les forces de l'ordre n'abandonnent pas », ajoute-t-il. Il a ajouté en demandant de l'aide « Si vous voyez quelque chose, si vous savez quelque chose, dites-le, nous ne pouvons pas abandonner et arrêter de chercher nos plus vulnérables et ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes ». Fin de citation. Voilà. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à demain. Au revoir.